sortir de... Je ne sais pas sortir, retrouver un truc. Ben oui, moi je touche, il faut aller au bureau, c'est ça que je ne sais pas faire. Et tu as là-dessus, SMR, c'est ça, ouais. Ouais, c'est celui-là. Oui, mais comme ça, il faut ouvrir avec informatique. Ah. Ah oui, c'est très long. Ça a l'air de vous. C'est ça? Oui, mais c'est pas bien pour l'exploser, c'est bien informatique. D'accord, alors. Notre bureau. Voilà, ouvrir avec. Oui, c'est où tu veux. La quatrième ligne. Ah ouais, j'avais pas vu. Avec. Voilà. Et là, et normalement, si tu fais, vas-y. Super, merci. Bon, il marche là le micro, oui. Non. C'est un petit bouton. Juste pardon, monsieur, je règle le contrôle ici, les dernières personnes. C'est bon? Oui. Okay, oui. Voilà. Bon. C'est bon. Voilà, alors je vais vous présenter en fait rapidement l'axe système, modèle et mesure. Alors, pour vous rappeler qu'en fait c'est un peu un axe spécifique dans ce LabEx puisqu'il concerne en fait, qui réunit les expérimentateurs d'essentiellement 3 labos, du laboratoire Charles Coulomb, de l'IES et du LMGC. Ça fait à peu près 53 chercheurs, enseignants, chercheurs, ingénieurs de recherche et puis 24 postdocs, 24, ça ne veut pas dire que c'est 24 thésards qui sont soutenus par NUMEV, hein, mais la thématique autour là, c'est 24 thésards et 10 postdocs. C'était un nombre qu'on avait pris, je ne sais plus à quel moment, pour une période fixée pour le bilan. Quel est le rôle de qu'est-ce que fait cet axe? En fait, c'est d'observer, de caractériser, de modéliser expérimentalement, avec une vision science dure, des problématiques de l'environnement, de l'agronomie, de la biologie et de la santé. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de liste à la Prévert de mots-clés, mais qui sont intéressants parce qu'ils montrent aussi bien qu'on en regarde quelques-uns, qu'on s'intéresse à des systèmes. Là, je vois par exemple hydrogène, je vois biosensor, silaté de gel, cartilage, que des techniques expérimentales, infrared imaging, infrared thermography, magnetic resonance imaging, optical imaging, que sur des types de phénomènes physiques, diffusion tenseur, convection, etc. C'est un peu tout ça qui réunit ce groupe d'expérimentateurs. Et donc alors voilà un peu ce que c'est. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été en fait dans les 3 dernières années? Quels sont les types de choses qui ont été soutenues par NUMEV? J'en ai fait une liste pas tout à fait exhaustive, mais qui voit donc quelques-unes qu'on peut regarder comme l'étude des méthodes expérimentales, en particulier la sonométrie, pour caractériser les propriétés tensorielles viscoélastiques du bois à différentes températures. L'étude structurale et rhéologique d'un assemblage de protéines du gluten pour avoir une meilleure compréhension de propriétés viscoélastiques de tout ce qui est à base de gluten. Toujours autour du blé, des céréales, l'étude des propriétés mécaniques à l'échelle nano d'un grain de blé. Les développements de techniques expérimentales comme le développement de l'holographie numérique, la microscopie holographie numérique, pour étudier, là dans le cas particulier, un des très beaux résultats, c'est l'étude de la microcirculation A3D dans le poisson zèbre. Des choses qui commencent sur l'étude des cellules de la croissance des cellules cancéreuses.
en regardant le transfert des mitochondries vers les cellules cancéreuses à partir de cellules nanotubes. Bon, il y a... je ne vais pas tous les passer, mais par exemple, un point aussi qui a commencé, je vais revenir dessus, l'étude de la fragmentation versus biodégradation de polymères dans un milieu marin. Donc il y a eu une grande chose qui ont été faites ces quelques années. Alors aussi, plus récemment, là, ça apparaît pas ici, mais cette année, il y a eu essentiellement un appel à projet exploratoire sur lequel l'axe expérimental a eu pas mal de succès. Il y a eu 5 projets qui ont été retenus. Du LMGC Iris Brémo autour de l'étude de bois précieux, palissandre. Il y en a 2 de l'IES, que pour porter Didier Lo autour de l'optimisation des paramètres ultrasonores pour la prévention des risques de fractures d'os dans l'ostéoporose. Un qui était sur... assez fondamental sur la quantification de la charge dans le génome, qui est porté par Petru Nottinger. Je pense qu'il y a Laura Casanelas qui a été soutenue pour une étude de tissus biomimétiques constitués d'assemblage de vésicules lipidiques. Et puis, je ne vais pas oublier, il y en a un autre aussi qui va être l'étude structurale de protéines végétales sous pression, de l'agrégation de protéines végétales sous pression, et c'est Rosane Leparc au L2C. Voilà. Alors, juste un événement important qui est... Ah, je l'ai pas, il apparaît pas, j'ai pas la dernière version, zut. J'ai dû envoyer la mauvaise version. Alors, je voulais quand même soutenir... Il y a une slide qui manque, qui montrait en fait la première page web d'un événement important polymère et océan, qui a été un workshop national qui a été initié ici par Pascal Fabre, qu'on avait soutenu dans ces projets qu'elle a voulu lancer sur l'étude des biogradation des polymères en milieu marin. Et ça a donné lieu à ce congrès qui a eu un énorme succès national, qui a réuni toute une communauté nationale très variée de gens qui s'intéressent aux problèmes des microplastiques, des nanoplastiques et d'une manière générale à la dégradation des polymères dans les milieux marins, et qui a donné lieu aussi à cette structuration, à la création d'un GDR multidisciplinaire. Donc finalement, on peut être fier que l'ABEC ce NUMEV a pu être comme ça, en fait, celui qui a permis, au départ de Pascal Fabre et Mathieu Georges au L2C, de pouvoir initier cette action qui, je pense, sera importante pour structurer la communauté scientifique très large, et même plus qu'au-delà de la communauté scientifique, puisque les problèmes sociaux sont importants, la communauté française autour de ces problématiques-là. Alors un point important aussi cette année, c'est qu'on est optimiste et on a réfléchi à l'avenir. C'est-à-dire si le projet, alors là je m'excuse encore, j'ai pas envoyé la bonne version. On a été un groupe en fait de plusieurs personnes qui ont réfléchi à quelle est la place et comment pourrait se représenter cet axe dans le nouveau projet. Et plutôt que le proposer comme on l'avait fait au départ autour de systèmes, on a proposé en fait de l'orienter autour de problématiques importantes qui nous paraissent fortes, qui concernent donc l'interface environnement vivant. Et quelles grandes questions on peut se poser? Alors c'est par exemple tous les problèmes de processus évolutifs comme la croissance, la morphogenèse et d'autres types de processus évolutifs dans ces milieux-là, les problèmes de transport, l'aréologie structurale, les problèmes de fragmentation et bien sûr tout ce qui est développement instrumental. Est-ce que j'ai 3 ou 4 minutes encore? Bon, c'est bon. Donc je vais un peu détailler chacun de ces items. Par exemple, tout ce qui est la première thématique, morphogenèse, croissance et processus évolutif. Donc l'objectif principal, c'est de déterminer les paramètres physiques principaux qui gouvernent et caractérisent les processus évolutifs, tels que la morphogenèse,
la croissance dans les natures à environnement. Et quel système ça concerne? Eh bien, les tissus biologiques, mais le bois, les plantes, les racines, les sols granulaires, la croissance des racines dans les sols granulaires, par exemple, la croissance de l'embryon, la croissance des tumeurs, des cartilages, etc. Les techniques expérimentales, c'est des techniques, bien sûr, de type mesure mécanique, donc combinaison déplacement, mesure de force, des techniques d'imagerie. Là aussi, la fabrication de tissus artificiels avec l'utilisation de plus en plus importante des techniques microfluidiques. Et voilà quelques types de questions qui se posent, sur lesquelles donc, on réfléchit à Montpellier, hein, donc la biomécanique des plantes, la croissance des tissus et le lien entre croissance et contraintes qui sont imposées durant la croissance, et l'écoulement de tissus durant l'embryogenèse ou le développement de tumeurs, les interactions aussi sol-racine. Ensuite, dans tout ce qui est thématique du transport, les objectifs principaux, ce serait donc d'étudier la circulation de fluides donc dans des environnements naturels, l'interaction entre les fluides et la structure naturelle qui les porte, et puis alors des influences de paramètres typiques qui existent dans l'environnement naturel, qui peuvent être par exemple l'humidité, pour ce qui va concerner les végétaux, la température, etc., sur les propriétés physiques et mécaniques. Donc les exemples, c'est le transport de nutriments dans les tissus biologiques poreux, comme le cartilage. Là, et on aura Gladys Massira va nous faire un talk juste après autour des problèmes de nettoyage du mucus bronchitique, en fait. Donc, il y a des questions physiques importantes, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on va voir l'exposé qui suivra. L'étude des mécanismes, des propriétés mécaniques et comment la température et l'hygrométrie modifient les propriétés mécaniques du bois vert. L'utilisation de gel comme système modèle pour mimer les comportements mécaniques des tissus biologiques. Et là encore, il y a toute une série de techniques importantes, là, les techniques de diffusion aux petits angles, le terahertz, les techniques ultrasonométriques, les techniques spectroscopiques classiques, la microfluidique et plus récemment, ce qu'a développé Michel Gross ici à Montpellier, l'holographie numérique, la microscopie holographique numérique. Avec toujours des collaborations, bien sûr, avec les acteurs de l'environnement, de la santé et du vivant. Il y a ensuite une autre chose importante qui est, pour qu'on vienne de la matière molle, en fait, qui est une des techniques clés pour l'étude de la structuration. Tout ce qui est en fait système vivant est constitué en fait d'organisations à multi-échelle, on le connaît tous hein, dans les systèmes. Et donc pour ça nécessite d'étudier en fait, c'est des similiers mous, d'étudier ce qu'on appelle la rhéologie, donc l'écoulement et comment la structure est modifiée par l'écoulement. Donc ça concerne plein de systèmes qui ont déjà commencé à être étudiés pendant ce premier NUMEV et qui a même été lancé par NUMEV, comme les gels de protéines, le mucus, le tissu biologique, le bois, les assemblées de grains, les grains. Là encore, toujours des techniques là plus spécifiques de macro et de micro-rhéologie, mais aussi, par exemple, de microscopes à force atomique, avec qui sont combinés avec des caractéristiques structurales, optiques, infrarouges, diffusion de rayonnement aux petits angles. Voilà, donc les questions scientifiques qui se posent, la biomécanique des plantes, les propriétés viscoélastiques des farines de gluten, la réponse chondrogénique j'ai oublié l'anglais, donc je vais laisser off stem cells to mechanical stresses. Là, et vous en avez d'autres ici, je ne vais pas lire ça tout le temps. Et enfin, la dernière question, une aussi question scientifique importante qui est apparue ici, qui est toute la problématique de fragmentation.
Les processus de fragmentation sont importants dans le contexte de l'environnement et de l'agronomie, et leur rationalisation est un point qui est toujours très important. Donc ça a à la fois d'un point de vue purement scientifique, il y a des questions vraiment intéressantes en physique et en mécanique qui se posent dessus. C'est des systèmes en fait non browniens, et comment ils se fragmentent et quelle est leur structure en fragmenté. Alors ça concerne beaucoup de choses, hein, le transport des matériaux granulaires, l'optimisation de leur surface, la déposition de solides ou de liquides d'une manière contrôlée, la prédiction d'événements catastrophiques, hein, qui peuvent être liés. Alors les systèmes, il y a des systèmes des biosystèmes comme les tissus, la peau, des systèmes bien sûr à partir de roches granulaires, les constructions aussi, mais aussi ça concerne les liquides, tout ce qui est spray, hein, qui ont des implications énormes en agronomie, et comprendre comment se fragmente une nappe de spray et comment c'est très important en fait. Donc les techniques, c'est fabriquer des systèmes modèles, faire des tests mécaniques. Il y a beaucoup d'acquisition d'images, souvent par exemple en caméra rapide pour ce qui concerne les liquides, et puis le traitement d'images et l'analyse de ces images et la comparaison avec des numérisations chimériques. Et en dernier, mais ce n'est pas le moins important, une problématique qui est transverse, qui est en fait faire des développements instrumentaux pour pouvoir en fait aller de plus en plus auprès et de manière non diffusive, de manière non destructive et non invasive quand on veut s'intéresser à des tissus vivants, aller pouvoir les observer à des échelles, à différentes échelles de plus en plus petites, et puis être capable de collectionner toutes les mesures qu'on peut faire pour pouvoir les utiliser et prédire ou caractériser les matériaux qu'on étudie. Donc les applications, il y en a beaucoup, hein, c'est tout ce qui est à partir de production de bois, milieu poreux, l'imagerie de maladies, les diagnostics de maladies, les détections de gaz, etc. Et donc il y a des développements instrumentaux très importants qui sont en train de se faire et qui ont besoin d'être poursuivis en microscopie à force atomique, en terahertz, dans tout ce qui est technique ultrasonore, et tous les autres types de spectroscopie et la microscopie digitale. Voilà. Il y a des liens vers l'industrie, il y a des start-up, il y a tout un aspect de valorisation très important dans cet aspect instrumental. Donc je pense que c'est important que ça continue, puisse être soutenu par NUMEV. Et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Gladys Massiera, qui va parler d'un des projets qui a été soutenu par NUMEV. Et je te laisse la parole, tu en parleras. Bonjour à tous, donc je suis Gladys Massiera, j'appartiens au laboratoire Charles Coulon, et donc je vais clôturer ces journées NUMEV en vous parlant des tissus des bronches et du flux de mucus sur ces bronches. Alors, en fait, la fonction à laquelle on s'intéresse, c'est la fonction mucociliaire qui est chargée en fait de nettoyer nos bronches, puisque les parois des bronches vont être en contact avec l'air qui est non stérile, et puis ça doit donc constituer une barrière protectrice pour le reste du corps. Alors, vous avez sur le tissu des bronches deux types cellulaires qui vont jouer un rôle majeur de ce point de vue. Des cellules productrices de mucus et des cellules qui comportent des cils, plusieurs dizaines de cils par cellule. Et donc la couche de mucus qui tapisse nos bronches est chargée de constituer justement une barrière protectrice dans laquelle tout ce qui est poussière ou pathogène va être piégé.
Si ça y reste, ça va finir par s'infecter, donc il faut que ça circule de façon continue. Pour ça, ces cils battent, et ils battent de façon suffisamment coordonnée pour donner du transport à grande échelle de ce mucus, qui est un gel, donc un fluide viscoélastique. Donc derrière la compréhension de ces mécanismes, il y a des enjeux médicaux, et les médecins avec lesquels on travaille s'intéressent à différentes pathologies et aux dysfonctionnements dans plusieurs maladies comme l'asthme sévère, la mucoviscidose ou la BPCO, qui est une obstruction chronique des bronches. Le modèle biologique qu'on utilise est une culture cellulaire qu'on ne fait pas nous-mêmes, hein, ce sont nos collaborateurs qui la font. C'est des cellules primaires qui sont cultivées, c'est pas des cellules, c'est des cultures simples. Les médecins, lorsqu'ils examinent leurs patients, font quelquefois des biopsies selon les informations dont ils ont besoin pour diagnostiquer. Et ils mettent ces cellules en culture, sur des cultures standards. Et puis, à un moment donné, pour obtenir une différenciation et donc obtenir un tissu bronchique, il faut cultiver ces cellules sur une membrane poreuse pour que les cellules soient en contact à la fois avec le liquide nutritif, mais aussi avec l'air, afin donc qu'il y ait production de mucus et puis battement de ces cellules, des cils des cellules ciliées. Donc ça, c'est le modèle qu'on va utiliser, et on va utiliser donc d'une part le mucus qui surnage donc au-dessus de l'épithélium, et puis les cultures elles-mêmes. Alors, il y a deux axes dans notre approche. Il y a d'une part comprendre la matière complexe que constitue ce mucus. C'est un liquide viscoélastique qui est constitué de protéines, de glycoprotéines plus exactement, et qui a deux caractéristiques qui le rendent pas simple à étudier. D'une part, c'est très adhésif, et d'autre part, c'est très hétérogène. L'autre volet en fait, de notre étude, c'est d'étudier la coordination ciliaire. Ce que vous voyez ici sont des cellules ciliées. Vous voyez donc qu'elles battent, et vous voyez que des petites particules qui se trouvent sur la culture sont transportées via ce battement. Donc on va chercher à comprendre les deux aspects. Donc comme je le disais, je vais commencer par la rhéologie du mucus. Le mucus, c'est un réseau de protéines qui sont des glycoprotéines et qui forment un réseau viscoélastique via différents types de liaisons qui, pour certaines, sont non covalentes et certaines sont covalentes comme des ponts disulfides. Et ça donne donc un réseau qui est extrêmement hétérogène. Vous avez ici en microscopie électronique, donc ça c'est du mucus... c'est issu de cette publication, c'est du mucus de cheval, mais c'est certainement très proche du mucus humain qu'on étudie. Vous avez ici une échelle de 10 microns, une échelle de 500 nanomètres. Vous voyez qu'à différentes échelles, ça reste très hétérogène. Donc notre approche, ça a été d'étudier la rhéologie du mucus à deux échelles, l'échelle du tissu, donc supérieure à 50 microns, et l'échelle du cil, donc autour de 5 microns. Donc on utilise en macrorhéologie des rhéomètres standards, on travaille entre cône et plan. Et en microrhéologie, on utilise des pincettes optiques, donc on disperse quelques billes de résine, ici de taille caractéristique 3 microns, et on vient les manipuler avec une pincette optique. Et on va faire comme ça de la microrhéologie. Alors les résultats que je vais vous montrer en rhéologie concernent la rhéologie dans le régime linéaire. J'ai représenté donc ici les modules élastiques G' et G' en fonction de la fréquence de sollicitation. Donc on effectue une sollicitation oscillatoire à fréquence donnée. G' caractérise plutôt ce qui est stocké en énergie et G' ce qui est dissipé. Et les deux choses auxquelles je vais m'intéresser pour lire ces données, c'est d'une part, est-ce que G' est supérieur à G'? En fait, vous voyez que dans tous les cas, G' est supérieur à G', ce qui caractérise la nature élastique de ce gel. Et ce qu'on regarde en général aussi, ici c'est une représentation log-log. Donc on fait ça parce que très souvent on a des lois de puissance, ce qui est le cas ici. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'exposant. L'exposant, pour un fluide, pour un solide purement élastique, c'est 0, c'est un plateau élastique. Pour un liquide, c'est un exposant de 1 ici. Donc vous voyez que nous, avec du mucus, on se trouve à un exposant 0,2 très proche de celui d'un solide. Donc on a quelque chose de vraiment de très élastique.
Ce qu'on peut constater aussi sur ce graphe, donc vous avez différentes couleurs ici qui correspondent à un patient sain, à des fumeurs ou à des patients atteints de COPD. Vous voyez qu'il n'y a aucune signature rhéologique de la pathologie. Donc si on compare ce qu'on obtient en macrorhéologie à des mesures en microrhéologie, donc obtenues à partir des pincettes optiques, vous voyez qu'on a des résultats très différents. Donc c'est le même type de représentation. Ici vous avez dans l'INSET G' et G seconde, mais ce qui est intéressant c'est de regarder G seconde parce que c'est celui qui domine. Et vous voyez qu'au contraire des résultats que j'ai montrés en macrorhéologie, on a ici un comportement purement visqueux, avec un exposant ici très grand, donc très proche de 1, et donc pas de nature élastique du gel. Et de la même façon que tout à l'heure, on trouve pas de différence significative entre les différentes pathologies. Donc ce sont des résultats contrastés à 2 échelles différentes. On a des résultats qui diffèrent. Cependant, ce qu'on a obtenu, c'est que lorsque la bille se trouve près d'une interface, alors ça peut être la lamelle de verre ou ça peut être une autre bille, on obtient une forte adhésion qui est marquée donc par une force ici, qui se manifeste donc par une force de rappel lorsqu'on tire sur la bille. Vous avez ici le film qui en est une illustration. Il y a donc des sortes de filaments, des structures en tout cas adhésives qui se forment entre les interfaces. Et donc on pense que c'est la nature fortement adhésive du mucus qui complique un peu l'interprétation de nos résultats et notamment la différence entre macro et microrhéologie. Pour aller un peu plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec cette pincette optique directement sur la culture cellulaire. Donc ici, vous avez la culture cellulaire tête à l'envers, c'est-à-dire qu'on a l'épithélium en haut et puis le mucus ici en bas, donc tout ça pour des raisons purement expérimentales. Et donc ce que ça nous permet de faire, c'est d'abord de voir directement in situ, sans avoir à prélever le mucus, que vaut la rhéologie, la microrhéologie, et d'autre part d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la rhéologie du mucus lorsqu'on se déplace dans la couche de mucus en partant donc de l'extrémité, donc, en étant loin de l'épithélium et en s'en rapprochant. Donc lorsqu'on est loin, c'est plutôt en bleu ici, et quand on s'en rapproche, on va vers les courbes roses jusqu'à rouge foncé. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'on obtient des résultats donc, qui correspondent à un fluide plutôt visqueux et qui est un mucus qui devient de plus en plus élastique à mesure qu'on se rapproche de l'épithélium. Voilà, donc on est en train d'approfondir un peu ces résultats pour comprendre la différence notamment entre la macro et la microrhéologie. Et on dispose donc à présent d'une technique complètement originale de mesure de la microrhéologie du mucus direct in situ. Et ça nous a franchi de beaucoup d'artefacts. Enfin, je ne les détaille pas ici. Donc j'en viens maintenant à l'étude qu'on a fait sur le battement ciliaire. Donc expérimentalement, je passe très vite, mais on récupère donc ces cultures cellulaires qu'on met dans des chambres qui nous permettent de réaliser les conditions de culture, donc en température et en pH, je vais aller vite, et on met ça sous nos microscopes pour pouvoir observer le battement ciliaire. Donc on a des grossissements, des objectifs de x63 et puis des vitesses d'acquisition typiques de 500 frames par seconde. Et c'est donc un film typique, donc le même que vous avez vu tout à l'heure, de battement ciliaire, donc qui ralentit ici 10 fois. Typiquement, la vitesse de battement, c'est une quinzaine de Hertz. Donc vous avez ici des cellules ciliées. Ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment ce battement ciliaire est coordonné dans le temps et puis dans l'espace. Donc je parlerai de ce qu'on a mis en place comme outil à ce jour. Et donc ça commence par de l'analyse d'images. Donc ça, ce sont les images brutes qu'on obtient. Il va falloir qu'on applique, qu'on soustrait des backgrounds parce qu'en fait on a une pollution de l'image qui est due au fait que la culture se fait sur une membrane poreuse. On applique des filtres et puis on localise l'ensemble des cils qui se trouvent sur notre image et on traque, c'est-à-dire on reconnaît chaque cil comme le même sur l'ensemble du film pour avoir la trajectoire de l'ensemble des cils de notre image, de notre film.
On peut sortir de cette étude donc, un certain nombre de paramètres qui caractérisent la géométrie du battement ciliaire pour chaque cil, et aussi donc, les caractéristiques temporelles, donc la fréquence et la phase. Alors tout ça, ça va nous permettre de constituer des cartographies pour caractériser ce battement ciliaire et sa coordination. Ici, vous avez par exemple une carte de la fréquence pour donc un champ d'épithélium. Donc avec des fréquences qui vont varier de 5 à 9 Hz et demi pour cet échantillon-là, alors que si on regarde à l'échelle d'une seule cellule, on a une variation de l'ordre de 0,5 Hz sur une seule cellule entre cils. Il faut aussi qu'on puisse donc attribuer chaque cil à sa cellule ciliée. Donc pour ça, on fait des analyses en clustering, en fonction de la localisation des cils, ce qui nous permet ensuite de dresser d'autres types de cartes qui vont être des cartes par cluster. Ce que j'appelle cluster, c'est la cellule. Et donc on va pouvoir donner donc ici, par exemple, une carte de l'orientation moyenne pour chaque cellule ciliée, avec son écart type en couleur. Donc ça aussi, c'est une façon de visualiser le degré de coordination. Si je m'intéresse maintenant à l'aspect temporel, ici, vous avez la fonction de corrélation temporelle en fonction d'un lag time qu'on a calculé à partir des positions de deux cils, donc le cil 1 et le cil 2. Et sur cette fonction de corrélation, on va retrouver la période qui est liée au battement ciliaire, mais on va surtout pouvoir mesurer le lag time, donc le déphasage qu'il y a entre deux cils. On peut ensuite prendre tous ces déphasages entre cils et puis en représenter la distribution. Dans ce cas précis, ça nous fait apparaître deux groupes distincts, des cils avec très peu de déphasage et des cils avec un déphasage bien piqué. On a pu identifier que ça correspondait à deux groupes. Donc on a deux groupes de cils qui battent avec un déphasage donné. Donc, si je prends donc deux cils qui appartiennent au même groupe, je vais trouver un déphasage pratiquement nul, alors que si je prends un cil rouge, un cil bleu, je vais avoir un déphasage. Donc, plus concrètement, ça correspond à avoir ici quelque chose de synchronisé quand la différence de phase est très faible entre tous les cils qui constituent mon cluster. Ici, j'ai d'autres cellules ciliées où je vois apparaître deux groupes. Donc, on voit ici deux maximums dans la fonction de corrélation. Et puis, comme ça, je trouve d'autres types de patterns, comme trois groupes. Des comportements de cellules où je ne trouve pas de déphasage fixe entre les cils, donc c'est complètement désynchronisé. Et puis, il y a une autre famille qu'on a obtenue qui est un battement circulaire, où là, du coup, on a plutôt des cils qui tournent en phase, avec un déphasage constant. Donc ça, c'est l'outil qu'on a mis en place. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour comprendre, à partir donc, des trajectoires de chacun de ces cils et de ces cartographies, différentes choses sur le battement ciliaire. Donc, en travaillant à l'échelle d'un seul cil, plutôt analyser le battement temporel, regarder en fait ces patterns à l'échelle d'une cellule ciliaire, pour voir comment ces profils se répartissent dans l'espace et puis également dans le temps, parce qu'on sait qu'on peut passer d'un battement à un groupe ou un battement à deux groupes dans le temps. Et puis ensuite, donc à l'échelle de plusieurs cellules, ce qu'on souhaite faire, c'est regarder quel est le degré de coordination dans l'espace et corréler ça, puisque c'est l'objectif final, au transport dans le mucus, c'est-à-dire comprendre comment le battement ciliaire est relié aux cartographies qu'on peut faire du flux de mucus et qu'on peut mesurer sur la même expérience. Je vais évoquer également un travail qu'on a fait avec Estelle Pitard sur la modélisation de battements ciliaires. L'idée ici, c'était de comprendre... Alors, il y a beaucoup de modèles qui existent pour caractériser le battement ciliaire, et la plupart des modèles décrivent des tapis homogènes de cils, donc une densité surfacique de 100%, alors que ce qu'on observe, comme vous l'avez vu, c'est plutôt des tapis inhomogènes.
Donc le but de ces simulations, c'était de caractériser le rôle de l'hétérogénéité sur la coordination. Donc on a utilisé un modèle très simplifié de ce qu'on appelle reverse. Donc en fait, on fait osciller une bille selon un potentiel qu'on a fixé dans un milieu visqueux. Donc on prend en compte l'hydrodynamique et chacun des cils est couplé justement via ce fluide visqueux. Donc on peut obtenir comme ça un battement et puis 2 cils successifs vont être en opposition de phase. Si vous avez une chaîne complète de cils ici, ben on finit par obtenir une onde métachronale, donc ce qui avait déjà été démontré par Cosentino et co-auteurs. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on introduit une hétérogénéité. Donc on a introduit différents types d'hétérogénéité, des clusters réguliers, une hétérogénéité complètement aléatoire ou des clusters qui sont répartis de façon aléatoire. Et ici, on représente par exemple le paramètre d'ordre en fonction de la densité de cils. Et on voit que, en fonction du type d'ordre qu'on a, qui caractérise nos structures, on va converger plus ou moins rapidement vers le même type de comportement à densité 100%. Et un peu le même type de résultat sur la fréquence. Donc j'ai pas le temps de m'y attarder beaucoup. Ce qu'on fait, ce qu'on essaie de finaliser aujourd'hui avec Estelle, c'est aller vers un modèle 2D. Donc on a déjà Supravat-D, donc qui a été postdoc financé justement par NUMEV sur ce projet-là, avait donc initié des travaux sur le même modèle à 2 dimensions. Là aujourd'hui, ce qu'on essaie de finaliser, c'est de comprendre le rôle du bruit. Comment on transite d'un système 1D à un système 2D. Et puis, on s'est servi donc des cartes qu'on peut dresser à partir des observations expérimentales pour prendre le même type de schéma et caractériser le comportement 2D avec ce type de géométrie. Et regarder également l'interaction entre clusters. Donc, comment 2 clusters sont coordonnés en fonction de la distance qui les sépare, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui là sur le battement ciliaire, c'est de partir de cultures jeunes avec une faible densité et de regarder comment la coordination s'installe, donc à mesure que cette densité croît, puisque les cellules petit à petit occupent une densité surfacique de plus en plus importante. Et donc, on cherche à faire ça en corrélation avec les modèles qu'on a élaborés. Donc pour finir, je voudrais remercier le LabEx et puis l'Axe Système Modèle Mesure de m'avoir donné l'occasion de parler de ces résultats. Je voudrais remercier Myriam Jory, qui est l'étudiante en thèse qui a réalisé la plupart des travaux expérimentaux que j'ai décrits aujourd'hui et que vous connaissez déjà puisqu'elle avait gagné le prix du poster l'année dernière. Elle présente un autre poster, donc si vous avez envie de voir comment ont avancé les travaux au-delà de ma présentation, vous pouvez la voir. Et puis Estelle Pitard et Supravat-D qui a été donc financée. Donc Myriam, c'était une thèse financée donc à moitié par NUMEV et à moitié par la Fondation pour la recherche en santé respiratoire. Et on a reçu d'autres financements de Vaincre la mucoviscidose et de l'ANR. Voilà. Et puis l'ensemble de nos collaborateurs, côté CHU, le professeur Arnaud Bourdin et Isabelle Vachy en particulier. Et je vous remercie de votre attention. Pour une ou deux questions, voire plus. Moi, j'ai 2 questions. La première, finalement, ce que tu nous montres, c'est que la rhéologie, les mesures de région elles-mêmes, elles ne permettent pas, pour les aspects cliniques, elles ne permettent pas de faire un diagnostic. Par contre, oui, de ce que tu as montré, c'est tout ce qui est l'hétérogénéité des réponses ciliaires, enfin, des phages. Est-ce que vous avez essayé de regarder si vous voyez des différences de comportement entre les battements cilaires pour différentes pathologies? Est-ce que ça pourrait être... Alors c'est l'objectif, mais là aujourd'hui on en est à avoir finalisé un peu l'outil, donc calibrer l'outil, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc Myriam est dans sa dernière année, c'est l'objectif, enfin c'est un des objectifs de sa dernière année. Et la deuxième question, ça concerne l'aspect de modélisation que vous avez fait. Finalement, ce que vous dites, c'est que vous considérez un fluctuement, que les cils battent dans un fluctuement visqueux. L'aspect élastique, viscoélastique du fluide,
il a fréquence, c'est-à-dire que les fréquences sont toujours très loin des fréquences caractéristiques du flux viscoélastique. Ou bien est-ce qu'il faut aller au-delà dans le modèle et ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Non, ce n'est pas un modèle qui est prédictif d'un point de vue quantitatif et effectivement l'élasticité elle manque. Alors on pourrait l'introduire, mais là pour l'instant c'est plutôt concentré sur la coordination. Ce qu'on pense, c'est que, ce qu'on veut voir, c'est comment la coordination se met en place et surtout comment certains facteurs, donc notamment l'inhomogénéité spatiale de la répartition des cils, va jouer sur le degré de coordination. Pour après avoir des descriptions plus fines au niveau du couplage avec le fluide et notamment comment le mucus va être transporté, il faudrait un modèle plus sophistiqué de résonance, non. Par contre, tu as un couplage qui va être plus fort avec de l'élasticité. Là, il y a des gens qui sont très compétents et qui font des modèles plus sophistiqués, qui prennent en compte, donc qui ne regardent pas vraiment la coordination des cils, mais qui partent de cette coordination, des propriétés du mucus qui ont été caractérisées et qui décrivent l'ensemble des ondes métachronales, enfin du transport du mucus, quoi. Donc c'est pas ce à quoi on s'est intéressé, nous, quoi. Quand tu fais de la microréologie, tu fais avec des pinces optiques, donc tu as un laser en fait qui vient bouger la vitre. Il n'y a aucune chance que ça modifie un peu le mucus autour de... C'est pas évident à dire. On sait que ça chauffe un tout petit peu, mais bon, de façon raisonnable. On n'est même pas à 37 degrés quand même. C'est difficile à dire. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, le mucus est très hétérogène et que comme c'est collant, il est probable que tu le modifies, ne serait-ce que par la proximité à des interfaces. Donc c'est un peu difficile de te répondre. On espère que non, on le modifie pas. Après, on fait des tests de contrôle avec d'autres fluides viscoélastiques et notamment des gels de polysaccharides pour pouvoir comparer. J'ai une question sur le couplage. J'ai bien compris l'origine hydrodynamique du couplage pour débit. Je voulais savoir si dans le modèle, ça se traduisait par un couplage entre proches voisins ou un couplage à longue portée. En fait, ça correspond un peu aux deux échelles qu'on veut étudier. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas encore te répondre, mais c'est la raison pour laquelle on veut étudier d'une part le couplage à l'échelle d'une cellule, où là, c'est vraiment courte portée, les cils sont vraiment très très proches les uns des autres. Et puis ensuite, regarder, par exemple, tu vois, le long de ce trajet, là, il nous semble qu'il y a une coordination qui pourrait se faire à longue échelle. Donc, c'est un peu les deux échelles qu'on veut explorer maintenant. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si on doit avoir du transport à grande échelle, il faut qu'on ait une coordination à grande échelle aussi. Donc, on espère bien mesurer une coordination à l'échelle d'une dizaine de cellules, quoi. Le problème, c'est à ce moment-là, est-ce que la particule que tu veux transporter change ta coordination? Parce que pour l'instant, tu l'utilises sans particule. Alors, ce que tu transportes, c'est le mucus avec des particules qui sont à l'intérieur. Et le mucus que tu mets en mouvement, c'est une couche de... C'est le mucus qui transporte voilà, la particule. qui transporte la particule. Ouais. Bien. Olivier. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que la dépendance que vous estimez sur les mouvements de ces objets ne dépend pas de la façon dont vous modélisez le déplacement dans le fait J'ai pas compris. En fait, quand tu présentes tes résultats, tu fais une analyse d'image qui te permet de dire telle zone s'est déplacée à tel endroit dans tel phénomène. Donc, tu fais une analyse temporelle de ce qui s'est passé, basée sur l'analyse de l'image. Et ça, c'est très dépendant du modèle que tu vas utiliser sur la façon dont tu vas voir ces progressions-là. Et quand tu fais une estimation d'un mouvement de groupe sur l'image, tu vas utiliser des voisinages. Il se peut que ton voisinage ici utilise un petit peu de l'information qui se trouve ici. Et donc, du coup, tu vas avoir un couplage des mouvements par ton analyse et par dû à ton estimation du mouvement et non pas dû à ton mouvement.
Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est probablement, enfin, les tâches qu'on voit, moi je dis cils, mais c'est probablement plusieurs cils qui sont rattachés, donc on n'a pas une analyse réellement cil par cil. Mais après, on connaît, on peut voir assez facilement sur quelle amplitude ils battent. On connaît leur distance, donc il y a des checks qu'on fait sur le tracking. Et les chiffres qu'on rentre justement pour pouvoir identifier un cil comme le même cil à l'image suivante sont basés sur ces observations. Donc il y a une part de calibration du process de tracking au départ. Il faut faire un peu attention, mais par contre il n'y a pas de modèle. C'est pas un modèle, c'est juste du tracking. C'est-à-dire qu'on regarde l'image d'après, on met un cercle autour d'un diamètre défini justement par nos observations et nos contraintes. Et on définit si oui ou non il rentre dans le cercle. Alors après, ce qui se passe, c'est que, si ça se voit ici, pardon, ce qu'on voit ici, c'est que comme notre cil, il bat, donc il se baisse, il sort régulièrement du plan focal. Donc ce qu'on voit là sur la variation temporelle de la position, c'est qu'on n'a qu'une partie du cycle. On le perd régulièrement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a souvent plusieurs trajectoires qui correspondent en réalité au même cil et qu'il faut qu'on fusionne avec certains critères bien choisis parce qu'on sait que c'est le même cil puisqu'il se trouvait là, quoi. Mais comme temporellement c'est brisé, de temps en temps, quand la période où on le perd est trop longue, on ne l'identifie plus comme la même trajectoire. Très bien. Merci beaucoup, Gladys, pour ce... Merci. Pour conclure, je vais appeler Bertrand aussi, bienvenue. Bertrand Fourcade, qui est le président de notre conseil scientifique. Non, j'ai rien fait. Non. Tu vas remettre des prix en fait. Alors je vais remettre des prix. Voilà, donc comme en mémoire de notre collègue, donc